Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission, le quart d'heure de la médiation. Eh bien aujourd'hui, nous allons douter. Non pas du médiateur Arnaud Schneeweiss, mais étudier le doute. Le doute, doit-il profiter à l'assureur ou non? Arnaud, à qui doit profiter le doute? À l'assuré ou à l'assureur? Le doute doit profiter à l'assuré. C'est cohérent d'ailleurs avec ce qu'on a vu dans une émission précédente sur les clauses d'exclusion, où on avait vu que les clauses d'exclusion qui doivent être précises, eh bien la charge de la preuve que nous sommes bien dans le cadre d'une exclusion, c'est à l'assureur de la porter. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce votre opinion, monsieur le médiateur, ou est-ce l'opinion du législateur? Alors, c'est pas seulement le fait que le médiateur souhaite être sympa et être bien vu par les consommateurs. Non, c'est le droit. C'est le droit qui nous conduit à pouvoir résumer ce principe que le doute doit profiter à l'assuré. Alors, cela résulte du Code civil et du Code de la consommation qui, heureusement, sont cohérents. Alors, on va citer quelques articles. D'abord, un contrat d'assurance, c'est un contrat d'adhésion. Au regard de l'article 1110 du Code civil. C'est-à-dire qu'un contrat d'assurance, vous ne négociez pas avec l'assureur l'article 7 relatif aux dégâts des eaux. Vous prenez le contrat d'assurance habitation, dans cet exemple-là, tel qu'il est. Vous le prenez pas, vous allez voir la concurrence. Mais vous ne négociez pas avec votre conseiller en assurance l'article sur le dégât des eaux en disant « moi, je voudrais que telle phrase soit rédigée autrement ». Donc ça s'appelle un contrat d'adhésion. Et l'article 1110 du Code civil dit que le contrat d'adhésion, c'est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Donc on est bien dans ce cas-là, c'est l'assureur qui a rédigé le contrat. Donc on est dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Et l'article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé, donc contre l'assureur. Je vous cite l'article 1190 du Code civil, il dit dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Donc c'est l'assureur qui a rédigé le contrat, et donc tant pis pour lui. Parce que c'est un contrat d'adhésion, l'idée c'est bel et bien de protéger celui qui adhère, l'assuré. Voilà, on protège une contrepartie. On protège la partie la plus faible. C'est l'assureur qui a tenu la plume, qui a rédigé le contrat. Si quelque chose n'est pas clair dans le contrat, il faut aller contre celui qui a rédigé. C'est équilibré. Voilà. Donc ça, c'est le Code civil nous dit ça. Et puis, le Code de la consommation est cohérent, il va dans le même sens. Donc il y a l'article 211-1 du Code de la consommation, qui est bien connu de tous ceux qui s'intéressent aux questions de consommation, qui dit que les clauses des contrats, proposées par les professionnels aux consommateurs, doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Donc dans notre cas, le cas de l'assurance, en cas de doute, il faut aller dans le sens le plus favorable à l'assuré. Voilà, donc les deux se complètent, Code civil, Code de la consommation, et on peut donc résumer ces principes que l'on vient de voir dans cette phrase, le doute doit profiter à l'assuré. C'est clair. Arnaud, pour illustrer ces principes, pouvons-nous étudier des cas concrets? Oui, on va regarder deux cas concrets. Il faut savoir que les juristes à la médiation de l'assurance, que l'assuré ait soulevé ou non la question, ils vont analyser est-ce qu'il y a place au doute. Le doute, ça peut être une contradiction entre ce qui est écrit dans les conditions particulières et ce qui est dans les conditions générales. Voilà, il y a contradiction entre les deux. Ça peut être une contradiction au sein d'une clause qui décrit la garantie entre le début et la fin du paragraphe, où des phrases viennent en contradiction. Voilà. Et donc là, il y a plusieurs interprétations possibles. On peut lire la clause de plusieurs façons. Et donc à ce moment-là, comme on l'a dit, il faut interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré. On va illustrer tout ça avec des exemples, si vous le voulez bien. Un premier cas autour de l'assurance incapacité temporaire totale de travail, l'ITT. Voilà, alors le premier cas, pour résumer, est-ce qu'une hospitalisation de 34 jours, cher Laurent, peut être
en réalité inférieur à 24 heures. Voilà, donc dit comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça résume la situation qu'affrontait cet assuré. Donc il était assuré pour incapacité temporaire totale de travail. Et le 24 décembre 2021, donc il faut donner les dates pour voir la situation, il est hospitalisé pour un syndrome coronarien jusqu'au 27 janvier 2022. Donc il est en arrêt de travail à partir du 4 janvier jusqu'au 31 janvier. Donc il sollicite la mise en œuvre de la garantie ITT. Et puis l'assureur, il dit, moi je vais prendre en charge votre garantie, mais seulement après une franchise de 30 jours, donc seulement du 23 janvier au 31 janvier. Parce que, en fait, quand vous avez une hospitalisation seulement de moins de 24 heures, il y a une franchise de 30 jours avant que je prenne en charge votre arrêt de travail. Alors l'assuré dit j'ai pas du tout eu moins de 24 heures, puisque l'hôpital il dit que j'ai été hospitalisé sur toute cette période du 24 décembre au 27 janvier. Donc c'est pas du tout de moins de 24 heures. L'assuré sont de bonne foi. Alors en fait, bon, la situation c'est que l'assuré rentrait à la maison le soir. Il était hospitalisé 2 jours, et le soir, il rentrait dormir chez lui, puis il retournait à l'hôpital. Et donc ceci pendant 34 jours, tous les jours, il passait la journée à l'hôpital. Une sorte d'hospitalisation à domicile, c'est ça qu'il faut comprendre ? Il était hospitalisé 2 jours, et la nuit, il rentrait dormir chez lui. Voilà. Alors, donc, la garantie, elle disait prise en compte de l'hospitalisation uniquement si l'hospitalisation est d'une durée supérieure à 24 heures. Alors, comment il fallait compter cette durée supérieure à 24 heures, puisqu'il avait été hospitalisé 34 jours. Et l'hôpital disait, vous avez été hospitalisé 34 jours. Bon. Dans le cadre de cette hospitalisation aménagée, effectivement, qui lui permettait de rentrer à son domicile le soir. Mais dans la notice d'information du contrat, ce qui nous intéresse pour notre cas là, à aucun moment, on ne disait que la durée d'hospitalisation de plus de 24 heures devait être continue. Donc il y avait un doute sur la façon, il était hospitalisé 34 jours, mais effectivement, il ne faisait jamais plus de 24 heures de façon continue. Mais donc il y avait une ambiguïté sur la rédaction de la clause. Et donc, comme on l'a vu en termes de principe, nous avons considéré qu'une hospitalisation de 34 jours, document de l'hôpital à l'appui, on pouvait considérer que c'était une hospitalisation d'une durée supérieure à 24 heures. Et que donc l'arrêt de travail devait être pris en charge dès le début et non pas avec une franchise de 30 jours. C'est clair maintenant. Un autre exemple, monsieur le médiateur, peut-être un deuxième cas autour de l'assurance décès ou invalidité. Oui, là c'est un cas où il y avait contradiction entre le début du paragraphe définissant la garantie et la fin du paragraphe. Donc l'assuré avait eu un accident, était placé en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale et sollicitait la mise en œuvre de la garantie invalidité auprès de son assureur. Et l'assureur refuse en disant votre invalidité n'est pas reconnue comme définitive, donc je ne la prendrai pas en charge. Alors, du coup, regardons ce que disait la garantie, le contenu de la clause définissant comment était définie l'invalidité dans le contrat. Alors, la première phrase disait « L'adhérent est reconnu en invalidité permanente et totale lorsqu'il se trouve par suite d'accident, dans ce qui était le cas, définitivement incapable d'exercer sa profession. » Donc là, la première phrase disait « il est définitivement incapable » et l'assureur se fondait sur ces mots pour refuser de délivrer sa garantie. La rédaction est claire. La rédaction est claire. Et puis il y a une deuxième phrase, toujours à la suite, qui dit « cette définition correspond à celle de la deuxième catégorie du régime général de la sécurité sociale. » Or, quand on regarde la définition de la deuxième catégorie du régime général de la sécurité sociale, il n'y a aucune référence au caractère définitif de l'invalidité. On parle des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, mais on ne dit pas si cette invalidité est temporaire ou définitive. Et donc il y avait là une contradiction entre la première phrase de la définition et la seconde phrase. Voilà. Donc on pouvait interpréter, enfin il y a une contradiction. Et du coup, puisqu'il y avait contradiction, il y a doute, il y a un jeu dans l'interprétation de la garantie.
Et donc, nous sommes allés, comme le demandent le Code civil et le Code de la consommation, dans le sens le plus favorable à l'assuré, plus favorable au consommateur, nous dit le Code de la consommation. Et donc, on a demandé à ce que la garantie soit délivrée, puisque il y avait cette ambiguïté. Et en cas d'ambiguïté, il faut aller dans le sens de l'assuré. C'est très clair. Arnaud, quel conseil peut-on donner tant à l'assureur qu'à l'assuré? Alors, je pense qu'on peut donner effectivement des conseils aux deux. Alors, pour commencer par les assureurs, à la fois au niveau de la rédaction des contrats et pour les services réclamation. Au niveau de la rédaction des contrats, il y a cet effort nécessaire de rigueur. Là, on l'a vu avec les deux exemples que l'on a donnés. C'était très explicite. Voilà. En l'occurrence, les clauses étaient mal rédigées. Il y avait contradiction. Il suffisait d'éviter le renvoi effectué à l'issue de la clause contractuelle vers la deuxième catégorie, et là, le médiateur n'aurait rien dit. Là, la clause aurait été tout à fait claire, et il aurait fallu l'aspect définitif. Donc, de la rigueur au moment de la rédaction, le service réclamation doit filtrer. Le service réclamation aurait dû se rendre compte de la contradiction entre les phrases, en l'occurrence, et arrêter à son niveau, parce que ce principe que le doute doit profiter à l'assuré, c'est pas simplement, comme je l'ai dit, que le médiateur veut avoir une position favorable aux assurés pour corriger le déséquilibre d'information, le déséquilibre de connaissances entre l'assuré profane et l'assureur spécialiste de la question. C'est un principe de droit. C'est un principe qui résulte du Code civil, du Code de la consommation. Donc, les services réclamation doivent avoir cette attitude d'admettre que s'il y a doute dans la rédaction de leur clause, c'est un principe de droit, il faut aller dans le sens de l'assuré. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir à l'assureur d'admettre que son contrat est mal rédigé, que son contrat a des ambiguïtés. Évidemment, c'est un peu difficile à admettre peut-être, mais enfin, de toute façon, c'est un principe de droit. Donc de toute façon, si on va devant un juge, le juge, il dira « votre contrat n'est pas clair, je donne raison à l'assuré ». Donc les assureurs doivent aussi à la fois faire preuve d'empathie, mais au niveau des services réclamation, intégrer cette idée que le doute doit profiter à l'assuré et que donc il faut être un peu proactif et un peu admettre qu'il faut aller dans ce sens. Alors je sais bien, je le vois bien, les services réclamation n'aiment pas déjuger leurs collègues qui ont des services juridiques qui ont rédigé le contrat, mais les principes de droit s'appliquent. Merci pour votre attention. Je vous propose de nous retrouver dans un mois.